Chaque mois, le podcast du Diplo propose un parcours dans le numéro en kiosque. Voici celui de février 2021. Y'en a marre, je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune, c'est moi le gilet jaune. Faut danser petit, gilet jaune. Mon gilet jaune, c'est moi le gilet jaune. Faut danser petit. 287 710. C'est d'après le ministère de l'Intérieur le nombre de participants à la première journée d'action des Gilets jaunes, le 17 novembre 2018. Un chiffre repris en boucle dans les médias. Mais comment comptabiliser un mouvement aussi polymorphe, interrogent les chercheurs Jean-Yves Dormagin et Geoffrey Pion, page 20. Grâce à une méthodologie originale, appliquée d'abord dans la région Occitanie puis extrapolée au reste de la France, ils sont parvenus à des résultats bien supérieurs aux données officielles. Au bout du compte, 3 millions de Français auraient participé à une action de Gilets jaunes entre mi-novembre 2018 et juin 2019, soit 7% du total des électeurs. Une mobilisation d'une ampleur inédite depuis des décennies. À ce titre, concluent les auteurs, on peut comparer le surgissement des Gilets jaunes à des moments singuliers de notre histoire, tels que juin 1936 ou mai 68. Et nous entrons ainsi avec les polyphonies occitanes de San Salvador, dont le dernier album est chroniqué en page 26, dans le Monde diplomatique de février 2021. Feuilleter les 28 pages du Diplo de février, c'est s'intéresser au legs de l'ère Trump après l'intronisation de Joseph Biden aux États-Unis, à l'élection présidentielle en Équateur ou à la révolte sans précédent des paysans indiens. Et c'est aussi répondre à cette question, pages 18 et 19. L'armée française doit-elle quitter le Sahel ? Oui, sans remonter évidemment au pourquoi du comment et aux raisons pour lesquelles l'armée française est au Sahel aujourd'hui. Doit-elle quitter ? Oui, bien sûr. Le problème, c'est le comment et le pourquoi. Alors, comment partir en bon ordre, comme on dirait chez les militaires, sans doute, pour éviter que les conséquences du départ ne soient pas pires que les causes pour lesquelles on y était. Donc, il y a une question de rythme, il y a une question de dosage, sans doute, il y a une question politique derrière, surtout de la part des pays dans lesquels les choses se passent, évidemment. Philippe Lémarie, collaborateur du Monde diplomatique depuis 1976, 410 articles au compteur. Oui, ça ne donne aucun privilège. Des privilèges, nos deux envoyés spéciaux Philippe Descamps et Anna Otasevich, qui signent Clientélisme et vertige identitaire au Monténégro, pages 4 et 5, en ont eu quelques-uns. Et d'abord celui de partir en reportage dans ce petit pays des Balkans grand comme l'île de France, regardant l'Italie depuis l'autre rive de la mer Adriatique. C'était incertain jusqu'à le dernier moment, on n'était pas sûr de pouvoir aller au Monténégro. Anna Otasevich nous appelle depuis Belgrade. Mais finalement, c'était un moment excellent parce que comme si tout s'est passé pendant cette semaine. Tout. Et ce fut là encore la chance ou le flair de nos envoyés spéciaux, témoins d'un moment décisif de l'histoire encore à écrire du Monténégro. Un moment d'alternance politique, après 30 ans de monopartisme, mais aussi un moment de ferveur populaire, avivé par la mort d'une figure de la contestation contre le régime sortant. Celle du métropolite de l'église orthodoxe serbe, emporté par le Covid-19. Je me souviens très bien de ces moments. Ouais, nous sommes à Cetinje, l'ancienne capitale historique de Monténégro. Autour, c'est un décor des montagnes d'une beauté époustouflante. Ce sont des cloches du monastère orthodoxe de Cetinje. Et en cette belle journée d'automne,
une foule se presse autour du cercueil où est allongé l'homme à la barbe longue. C'est le métropolite Amfilochi Radović, une figure religieuse et politique, devenu Djedo, ou le grand-père pour tout un peuple. Le métropolite Radović n'avait cessé de sillonner le pays pour reconstruire son église depuis sa nomination en 1990. Évangélisateur, il fut aussi un fin politique, de plus en plus critique face à l'accaparement du pouvoir et à la distribution des prébendes, masqué par la construction d'un nationalisme monténégrin jugé factice à travers la langue ou la religion. Au lendemain de la scène décrite à l'instant par Anna Otasevich, au milieu de la foule immense venue rendre un dernier hommage au métropolite, un villageois de 95 ans s'émeut. Nous avons perdu l'archevêque, conciliateur du peuple. Et maintenant d'autres cloches. Celle des vaches qu'a rencontré Maëlle Mariette dans le Morbihan pour son enquête, la course infernale des producteurs de lait, pages 14 et 15. Contraints à une course effrénée à la production afin de compenser des prix d'achat misérables, les producteurs de lait se rêvent en entrepreneurs, mais vivent comme les esclaves des grands groupes pour lesquels ils travaillent. Et leurs vaches connaissent surtout les sons du robot de traite de la marque Lely qui domine le marché. Il va se caler là, il cale la mamelle et après il mange une par une. C'est parce que les vaches en fait vont elles-mêmes dans le robot et donc ils vont plus souvent que la traite traditionnelle qui se fait 2 fois par jour. Puisque ça en continue toute la nuit même, tu vois, elles peuvent y aller, il y a les lumières dans le bâtiment. Donc en fait ce qui fait qu'en fait elles y vont au moins 3 fois, c'est ça qui fait qu'il y a plus de production. Maëlle Mariette nous raconte son immersion en Bretagne dans l'exploitation d'Erwan Garec, éleveur laitier d'une 40aine d'années. J'ai été faire la traite le matin et le soir pendant pas mal de temps avec lui et j'ai vraiment travaillé avec lui pour voir ce que c'était avant vraiment de commencer dans le vif du sujet. De voir déjà ce que c'était qu'une journée de travail pour lui et là j'étais stupéfaite, quoi. Je suis restée 3 semaines, mais t'imagines pas sa vie, quoi. Il est de 8h à 1h du matin dans son... Il habite même sur l'exploitation. Il a pas de vie. Il est célibataire, il aura jamais... Enfin, ça prend des proportions énormes, et puis il peut pas faire plus, là, il est à bout, déjà, il produit énormément. En fait, il a toujours voulu faire ça depuis qu'il était petit, toujours travaillé avec son père à la ferme, et quand un jour il me dit « Tu sais ce que je fais là, c'est pas ce que je voulais faire quand j'ai commencé », en regardant ses vaches enfermées dans son bâtiment, c'est triste. Enfin, il est obligé de le faire pour vivre, en fait. C'est le circuit infernal, c'est le nom de l'article d'ailleurs, la course infernale. Une fois qu'on est rentré dedans, c'est difficile d'en sortir. Le but, c'est pas non plus de faire pleurer, Thibaut. Le deuxième volet de l'enquête de Maëlle Mariette paraîtra dans un prochain numéro du Diplo. Et si tout cela vous donne envie de boire autre chose que du lait, vous pouvez toujours essayer le maté. Mi viejo mate galleta, que pena me dio perderte, que mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. Le maté, chanté ici par le guitariste argentin José Larralde, est une infusion aux multiples vertus que l'on partage en buvant à la même paille. Ce rituel national en Argentine, le Covid l'a un temps menacé, mais un temps seulement, comme le raconte page 11 le directeur de l'édition argentine du Monde diplomatique, José Nathanson. Prochain épisode du podcast du Diplo en mars. Retrouvez toutes les émissions sur la page du journal audio, monde-diplomatique.fr/audio, et d'ici là, rendez-vous en kiosque.